Nous venons donc de voir que plusieurs facteurs vont influencer la possibilité ou l'impossibilité d'écrire une quinte directe ou une octave directe. Pour rappel, ces paramètres sont donc les voies entre lesquelles ces intervalles vont apparaître, dans certains cas le degré harmonique, la nature de l'intervalle, quinte ou octave, et enfin un dernier paramètre qui n'a pas été abordé dans le premier chapitre, et qui est le fait que cette quinte ou cette octave directe soit attaquée de manière conjointe ou non. Comme on parle assez fréquemment de mouvement conjoint, il est bon de préciser tout de suite que mouvement conjoint est un terme qui n'a rien à voir avec les termes de mouvement contraire, mouvement direct ou mouvement oblique, abordés dans le chapitre précédent. En fait, le mouvement conjoint n'est ni direct ni contraire puisqu'il s'agit d'un mouvement contrapuntique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une seule et même voie, autrement dit c'est un paramètre d'écriture horizontale et non pas verticale. On peut considérer grossièrement l'écriture comme l'art de savoir écrire tout à la fois des lignes vocales indépendantes et l'art de savoir dans le même temps gérer la superposition de ces différentes lignes dans des accords. Lorsque l'on compose de la musique, on doit donc gérer tout à la fois l'horizontalité, c'est-à-dire le contrepoint, et la verticalité, c'est-à-dire l'harmonie. La quinte directe et l'octave directe appartiennent, comme les quintes et octaves consécutives, au domaine harmonique, alors que le mouvement conjoint, lui, appartient au domaine contrapuntique. Le mouvement conjoint, c'est donc de manière simplifiée l'art d'écrire des notes qui se suivent, ou plus techniquement d'écrire des notes qui sont séparées d'une seconde, majeure ou mineure, les autres étant interdites à ce stade du programme. Le contraire du mouvement conjoint s'appelle le mouvement disjoint, et il regroupe donc tous les autres intervalles. Là aussi, plus simplement, on parle de mouvement disjoint dès que deux notes qui se succèdent sont séparées par un saut plus ou moins important. Le fait que la voix monte ou descende n'a aucun rapport avec le fait d'être conjoint ou disjoint, et le fait que les autres voix évoluent de manière identique ou différente n'a là encore aucun impact sur le fait qu'un intervalle mélodique soit conjoint ou pas. Gardez bien cette notion en tête, elle est souvent source d'erreur. Ces données ont l'air très techniques, mais elles ont en réalité une vraie conséquence sur la musique que vous allez écrire, parce qu'elles sont directement perceptibles par votre auditeur. Tant qu'une voix produit du mouvement conjoint, le cerveau de votre auditeur considère que les voix développent chacune leur propre cheminement, et se soucie moins de savoir ce qui se passe entre elles. En revanche, dès qu'une voix est de manière encore plus sensible lorsque deux voix ou plus ont un comportement disjoint, le cerveau de votre auditeur ne va plus être apte à considérer les éléments sonores comme formant des lignes et va les percevoir comme formant des accords. Les relations entre les différents intervalles de ces accords vont être renforcées et les quintes et les octaves, à quelque voix qu'elles soient, vont donc devenir pour lui des repères extrêmement audibles. Il ne pourra plus se concentrer sur une écoute contrapuntique, mais va basculer sur une écoute harmonique. Cette notion va donc également entrer dans le contexte dont il était question au chapitre précédent, et va donc augmenter ou diminuer la permissivité concernant l'arrivée directe sur une quinte ou une octave. Pour plus de clarté, tous ces paramètres sont rassemblés dans un seul tableau, auquel vous pourrez vous référer dès que vous en sentirez le besoin. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'un tableau à entrées multiples, que nous allons détailler ici. Le premier paramètre qui va donc rentrer en jeu, le plus audible, c'est celui des voix auxquelles votre intervalle direct va apparaître. Le tableau sera donc divisé en deux. Une partie traitera des voix extrêmes et l'autre de toutes les autres combinaisons de voix possibles. Le deuxième paramètre qui va entrer en jeu est celui des degrés, bons ou mauvais. Il s'agit en fait d'une sous-division de la partie haute du tableau, puisque ce paramètre est beaucoup moins perceptible à l'oreille quand les intervalles directs sont attaqués à l'intérieur de la polyphonie. Les lignes correspondant aux parties extrêmes vont donc être séparées elles-mêmes en deux lignes, en haut les bons degrés, c'est-à-dire 1, 4 et 5, et en bas les mauvais degrés, c'est-à-dire 2, 3 et 6. Notons ici que le 7e degré n'est jamais abordé, car la quinte n'étant pas juste, il vous est interdit pour le moment de l'utiliser. Reste maintenant à traiter de la nature de l'intervalle. Nous allons créer deux colonnes dans la partie restante, une qui concernera la quinte directe, l'autre qui concernera l'octave directe. Le dernier point, comme nous l'avons vu, c'est celui du mouvement conjoint. Il s'intégrera en fait directement dans cette structure. Mais comme vous allez le voir, il permettra souvent plus de possibilités pour vous d'écrire des intervalles directs. Commençons donc par le plus simple, le moins audible, le plus profondément enfoui, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans les parties extrêmes. C'est le plus facile. Et dans cette partie, nous commencerons par la quinte, qui, comme nous l'avons noté dans le chapitre précédent, a plus de tolérance que l'octave. Si vous attaquez donc une quinte par mouvement direct entre des parties autres qu'extrêmes, il vous suffira qu'une des deux voix procède par mouvement conjoint pour que cet enchaînement ne fasse pas de faute. Attention à ne pas faire d'excès de zèle, si les deux voix procèdent par mouvement conjoint, c'est qu'immanquablement vous avez écrit des quintes consécutives, qui sont toujours rigoureusement interdites.
Aucune règle de ce tableau ne vous autorise à utiliser des intervalles de quinte ou d'octave consécutives. Cela ne concerne que les mouvements directs. Reportez-vous au tutoriel précédent si vous avez encore du mal avec cette notion. Pour l'octave directe, la règle est la même, mais attention, il existe une et une seule exception. Parmi tous les cas de figure qui se présenteront à vous, un cas est interdit, quand l'arrivée se fait donc sur une octave directe, et que la voix la plus grave est conjointe. Attention, dans l'absolu, la voix la plus grave ne signifie pas forcément la basse. Si votre octave se produit entre soprano et ténor, comme c'est le cas sur cet exemple, la partie conjointe ne doit pas être au ténor. Comme vous venez de le voir, le mouvement conjoint permet globalement, dans les parties autres qu'extrêmes, d'éviter à peu près toutes les fautes. Je ne saurais trop une fois de plus vous recommander d'en écrire autant que possible. Mais des règles existent également afin de vous permettre d'écrire une quinte ou une octave directe si les deux notes qui forment cet intervalle sont attaquées par mouvement disjoint. La règle vous dit alors que cela n'est possible que si une des deux notes qui forment la quinte directe, sur laquelle vous arrivez, est entendue dans l'accord précédent. Si par exemple vous arrivez de manière directe sur l'intervalle Do-Sol, de manière disjointe aux deux voix, il faut que soit le Do, soit le Sol ait été entendu dans l'accord précédent, peu importe à quelle voix. La règle est exactement la même pour l'octave, sauf qu'évidemment une octave étant deux fois la même note, il faudra que la note qui forme l'octave soit entendue dans l'accord qui précède. Voilà pour le plus simple, ou en tout cas pour le plus permissif. Nous allons maintenant regarder le tableau, mais sous un autre angle, celui de l'interdit. Que se passe-t-il lorsque vous écrivez une quinte directe ou une octave directe entre les parties extrêmes, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des cas pour vous entre basse et soprano? Commençons par le pire des cas, vous arrivez sur un mauvais degré, c'est-à-dire que votre intervalle est sur l'accord du deuxième, troisième ou sixième degré, peu importe l'accord qui précède. Vous arrivez donc sur un mauvais degré et vous voulez écrire une octave directe, sachez que c'est tout simplement interdit, il n'y a aucune exception possible à la règle. Maintenant, si dans le même cas vous souhaitez écrire une quinte, vous ne pourrez le faire que si le soprano descend d'un demi-ton, c'est-à-dire d'une seconde mineure. Il doit donc non seulement être conjoint, descendre, mais parmi les deux intervalles possibles, seconde majeure ou seconde mineure, un seul des deux est permis. Si en revanche vous vous trouvez dans la dernière ligne, qui est celle des bons degrés, là vous aurez une plus grande permissivité. Qu'il s'agisse d'écrire une quinte directe ou une octave directe, la règle est la même, vous aurez le droit de les écrire si et seulement si le soprano est conjoint. C'est un cas qui se présente relativement fréquemment, puisque c'est une des voix qui est privilégiée en écriture. Mais n'oubliez pas, cette arrivée doit avoir lieu sur un bon degré.